Voilà, bonsoir à tous. Allô, est-ce que ça marche? Si quelqu'un voulait me confirmer que ça fonctionne, ça m'arrangerait. C'est bon, a priori ça a l'air de marcher, mais personne ne confirme. C'est bon, ben on commence. Les gens arriveront petit à petit, puisque de toute façon, il est possible de revenir dans la vidéo. Si vous avez un problème, si c'est mauvais comme la fois précédente, eh bien il vous suffit de revenir en arrière sur la vidéo pour la regarder pour la regarder en décalage, quoi. Ok. Alors, euh, donc là, bonjour à tous. Je m'excuse, j'ai oublié de vous dire bonjour, tout simplement. Et donc, ce live va tourner autour des énergies renouvelables. Et ça tombe très très bien parce que il s'est passé un épisode qui m'attise tout particulièrement, et puis et je ne suis pas le seul, c'est le fait que BlackRock ait été sélectionné pour être le consultant en développement durable de la Commission européenne. Après un appel d'offres tout à fait légitime. Et donc autant dire que ça soulève une levée, ça fait une levée de bouclier, ça y est, le monde d'avant, le pognon, toujours le pognon, etc. Enfin, il y a une bouffée d'anticapitalisme primaire, ça soulève des velléités anticapitalistes profondes. Et donc, moi, ben, ça m'attise parce que je défends le concept que ce soit BlackRock qui soit ce consultant. Je pense que c'est les meilleurs pour ça. Pour une raison bien simple, c'est pas que je les aime ou je ne sais pas quoi. Hein. C'est pas eux qui gèrent mon portefeuille. Ouais. Mais non, c'est tout simplement qu'il n'y a pas mieux qu'eux pour pour conseiller sur la transition écologique. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. C'est parce que la transition écologique, c'est pas de se chauffer moins, c'est pas de cultiver son jardin, c'est pas de trier ses déchets, c'est pas d'éteindre la lumière en sortant, c'est pas de voyager moins. Non, la transition écologique, c'est de l'industrie de masse, c'est de la finance, c'est du pognon, c'est des masses de pognon, c'est 70 000 milliards qu'il faut de minimum qu'il faut investir. C'est pas Madame Michu qui va les mettre. Et donc, qui de mieux que les financiers qui sont directement concernés par la rentabilité. Parce que les financiers vont là où se trouve la rentabilité. Et aujourd'hui, la rentabilité se trouve dans le développement durable. Et donc, BlackRock représente quand même presque 10% d'actifs de cette somme. C'est dire à quel point ils sont géants. BlackRock à eux tout seuls représente déjà potentiellement 10% de la somme totale de ce qu'il faudrait investir pour réaliser la transition écologique. Et, et c'est une somme qui, pour qu'on la leur confie, ils doivent être efficaces, ils doivent être rentables. Donc autant dire qu'ils vont faire du développement durable, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est là que se trouve le rendement. Donc il n'y a pas mieux qu'eux. Et en plus, vu leur taille, avec leur taille, ils savent, ils sont informés, ils sont même à l'affût de toutes les solutions d'avenir pour réaliser le développement durable. Et pendant que tout le monde gueule, là on a vu des appels du WWF, on a vu différentes choses où on nous dit surtout c'est pas le moment de soutenir l'aviation. Le Haut Conseil pour le climat qui a été fondé par Emmanuel Macron, a dit que c'était surtout pas le bon moment pour financer l'aviation. Alors qu'évidemment, c'est complètement absurde, puisque l'aviation, c'est le secteur qui doit évoluer le plus. C'est pas de ne pas le financer qui va le faire disparaître. C'est au contraire, il faut le financer pour inciter les investisseurs à y investir, pour montrer que c'est un secteur qui est porteur, qui sera rentable, et donc l'aviation accélère. Et donc ça fait qu'en réalité, au contraire, il faut soutenir l'aviation, mais quitte à lui poser des conditions drastiques pour qu'il s'engage plus résolument dans cette transition.
Et donc là, on a une bouffée de gens qui s'opposent à ce que BlackRock soit le conseiller de la Commission européenne. Et c'est complètement absurde parce que on les accuse. Moi, j'ai lu plusieurs fois passer un chiffre. On avait la chaîne Osons causer, on a parlé. BlackRock possède 87 milliards d'actifs pétroliers ou fossiles. Alors déjà, et seulement 0,8% d'actifs dans les énergies renouvelables. Alors déjà, ils sont au début de leurs investissements dans les énergies renouvelables. Ensuite, si vous faites bien le calcul, 87 milliards, ça représente 1,2% de leurs actifs dans les actifs fossiles. Autant dire que ça représente presque la même chose. Ils sont presque à parité déjà aujourd'hui entre les fossiles et les renouvelables. Et les renouvelables, ça va augmenter. Et donc ça démontre qu'il y a un moment donné, il faut quand même faire preuve de bonne foi, parce que ces énergies fossiles, heureusement qu'on les a. Moi, je suis content comme vous quand je vais à la station-service de pouvoir faire le plein de ma voiture. Ces énergies fossiles, on en a besoin. C'est pas parce qu'elles ne plaisent pas, parce qu'il y en a marre, faut arrêter d'investir les énergies fossiles. Oui, puis on fait quoi si on en a plus? Le pétrole représente aujourd'hui 80% de l'énergie totale consommée par l'humanité. Si on coupe le pétrole aujourd'hui, on va manquer de 80% de l'énergie. Or, même pour fabriquer, pour installer, pour créer les infrastructures nécessaires d'énergie renouvelable, il faut de l'énergie. Donc ça veut dire que même si on renonce au pétrole, déjà on ne pourrait plus faire la transition énergétique, la transition écologique, puisqu'on n'aurait plus l'énergie pour le faire. C'est évidemment complètement absurde. Donc on en a besoin de ces énergies fossiles. On doit les entretenir, on doit les maintenir tant qu'on en a besoin, tant qu'on n'est pas capable de s'en passer. Et donc, dans l'ordre des choses, aujourd'hui, l'ordre naturel des choses, telles qu'elles vont se passer, d'après Jeremy Rifkin, ça sera 2028, moi je disais 2030, mais c'est vers, donc, on va dire, entre 2028 pour de Rifkin et 2030 pour moi, il va y avoir une chute brutale, un effondrement de la rentabilité du secteur pétrolier qui s'est effondré déjà par palier. Hein. On a vu, il y a eu un effondrement dans les années 90, il y a eu un effondrement en 2000, là il vient de s'en produire un, puis il va s'en reproduire un dans 10 ans. Et donc ça fait que la rentabilité, là maintenant, d'extraire du pétrole devient difficile. C'est plus vraiment rentable. Vous me direz, les entreprises pétrolières dégagent toujours des gros dividendes. Oui, mais elles font pas que du pétrole, hein, elles font d'autres choses. Hein, elles vendent leur expérience, elles investissent dans les énergies renouvelables, elles ont des tas d'actifs divers, etc. Mais le pétrole, lui, n'est plus vraiment rentable. Mais on en a besoin. Et le fait de le conserver, ça fait que grâce au fait que d'un côté, on va électrifier le parc de véhicules, et de l'autre, la rentabilité va s'effondrer, ça signifie qu'on va se retrouver avec un marché de l'énergie qui va apprendre à se désintoxiquer du pétrole. Progressivement, la quantité de pétrole nécessaire à l'humanité va baisser, 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 baisser. Puis vers 2040 viendra un moment donné où les courbes de consommation et de coûts d'extraction vont se croiser. On ne pourra plus extraire de pétrole. Le pétrole ne vaudra plus assez cher sur le marché parce qu'il n'y aura plus assez de demande. Et à ce moment-là, il ne représentera plus que 25% de l'énergie globale absorbée par l'humanité. Et là, il deviendra réaliste de le remplacer, de le substituer par autre chose. Et donc, on a besoin d'aller jusque-là. Alors, on pourrait forcer la chose, on pourrait forcer la main au destin. À courant constructif, nous soutenons qu'il faudrait une résolution mondiale à l'ONU. J'en parlerai plus tard, je crois que c'est après la première ou deuxième question. Nous soutenons qu'il faudrait interdire purement et simplement les énergies fossiles dès 2035 mondialement. Et à partir de là, ça nous laisserait un délai de 15 ans pour développer l'industrie du futur, l'industrie du carbone, pour mettre en place un nouveau système qui apprendrait à se passer des énergies fossiles. Voilà. Alors mais là on parle de géopolitique, on parle de diplomatie, c'est une proposition qu'il faut pouvoir faire. À mon avis, l'humanité va l'accepter. Hein. C'est ce qui va se passer. Pour le moment, c'est exclu, puis tout d'un coup, dans un an, il y en a un qui va dire oui, mais il faudrait que, puis pam, puis ça va se faire, et puis tout va s'accélérer, ça va s'enchaîner, et ça va aller très vite.
parce qu'on doit se débarrasser des énergies fossiles. Donc on peut forcer le destin. Mais si on ne force pas le destin, en 2040, le marché du pétrole va s'effondrer. Il ne représentera plus que 25% de l'énergie globale. Les infrastructures industrielles nouvelle génération du 21e siècle se seront déployées. Et à ce moment-là, on pourra substituer le pétrole. Donc il n'y a rien à reprocher à BlackRock. Il est normal que BlackRock investisse dans le pétrole. Parce que s'ils ne le font pas, on est dans la merde. Je peux pas dire les choses autrement. Je veux dire, si on n'a plus de pétrole, si on manque d'énergie, on est dans la merde. On n'a pas de quoi la remplacer. Et c'est pas qu'on décrète, non, alors c'est bon, hein, il y a l'urgence climatique, stop au pétrole. Hein. On peut pas, on est des millions à faire le plein à notre bagnole. Hein. Donc il n'y a rien à reprocher à BlackRock de ce côté-là. Après, BlackRock représente la haute finance et donc à ce titre déplaît à tous les anticapitalistes primaires, tous les populistes qui s'engouffrent dans la brèche, qui veulent entendre parler de rien, ça y est, c'est la Commission européenne, lobbyisme, machin, gna gna gna. Il aurait fallu demander qui, il aurait fallu mettre qui pour les satisfaire? Jadot, Rabi, Hulot, Servigne, Jancovici, hein? Franchement, sérieusement, il aurait fallu mettre qui? Non, on parle de transition écologique, on parle d'une vision pragmatique à très très grande échelle, qu'il s'agit de changer d'industrie, de changer d'énergie, de changer d'agriculture, d'être informé des dernières technologies et de développer ça industriellement, pas de mettre en place des circuits de recyclage, des bouteilles plastiques. Voilà, c'est pas, il s'agit pas d'établir des composts municipaux, hein. C'est pas ça la transition écologique, hein. Alors évidemment, Nicolas Hulot, lui, quand il était en poste au ministère, il parlait de composts municipaux. Voilà. Alors c'est sûr, avec des composts municipaux, on va aller loin, hein. Forcément, voilà. BlackRock, c'est un peu une autre échelle. C'est pas eux qui parleront de composts municipaux à la Commission européenne. Donc voilà, ceci est éclairci. Je pense que vous avez compris que c'est pas par amour, amour personnel, c'est pas purement physique que je défends BlackRock, c'est juste que ce sont les acteurs qui sont indispensables à la transition écologique, parce que la transition écologique, c'est de la finance. Voilà. Maintenant, j'entre dans le vif du sujet avec une pile de questions. Alors, on m'a pas fait de cadeau, hein. En général, les amis, là, sont ceux qui nous font le plus de... Hein. Et Satyavir, eh ben, il m'a pas loupé, hein. Je vous le dis, hein. Alors Satyavir, quelles seront les conséquences géopolitiques du passage au renouvelable et au CCU? Et Corinne, les ENR vont-elles permettre de faire baisser nos factures d'électricité, entre autres? Alors je lis les questions, j'en lis plusieurs à la fois parce que j'ai essayé de les regrouper, parce que certains se recoupent. Quand on lit les ENR vont-elles permettre de faire baisser nos factures d'électricité, entre autres, et Satyavir, les conséquences géopolitiques du passage au renouvelable et au CCU, c'est des questions qui en fait c'est la même question. Parce que c'est une systémique. C'est deux questions qui traitent de la société des possibles. Et donc, en réalité, ça signifie que la réponse à Corinne est oui, mais. Oui, oui, les ENR peuvent baisser notre facture d'électricité parce que la systémique qui va autour fait que ceux qui voudront profiter de la possibilité pour même non seulement avoir l'énergie gratuite, mais même en gagner leur croûte. Alors, ça aujourd'hui, c'est évidemment impossible. Aujourd'hui, vous avez besoin d'électricité, vous faites poser votre compteur, voilà, il vous arrive du courant et c'est tout. Alors que avec les énergies renouvelables, eh bien, vous pouvez envisager la chose autrement. Il existe déjà des immeubles prototypes où non seulement les habitants ne payent pas leur électricité, mais en plus, ils la vendent. Et donc, ça fait qu'ils font du bénéfice sur leur énergie. Quand je dis que l'énergie sera gratuite, je dis souvent que d'ici les prochaines décennies, l'énergie sera libre, illimitée, gratuite. D'ici la fin du siècle, on va dire. Voilà. À la fin du siècle, l'énergie sera libre, illimitée et gratuite. Gratuite, ça ne veut pas dire que vous pourrez vous connecter n'importe où, puis que voilà, non, vous aurez un compteur, vous recevrez une facture. Mais si vous recevez des dividendes de la production d'énergie, eh bien, vous déduisez de la facture vos dividendes, vous ne payez que la différence, ou même vous encaissez la différence. Et c'est ça le concept, c'est ça la société des possibles. Et c'est là qu'on arrive donc dans les conséquences géopolitiques du passage au renouvelable et au CCU. Le CCU, donc Carbon Capture and Use,
Donc ça veut dire capturer le carbone et l'utiliser pour en faire du carburant, du plastique, de la fibre de carbone. C'est l'industrie du 21e siècle. Le CO2, c'est le pétrole du 21e siècle. On va faire avec le CO2 ce qu'on faisait avec le pétrole au 20e siècle, et même un peu plus. Mais ça implique des conséquences géopolitiques beaucoup plus vastes. C'est-à-dire que le carbone a ceci de particulier qu'on ne peut pas le capter à un endroit fixe. On ne peut pas imaginer, par exemple, en France, avoir une énorme usine au centre de la France qui capte tout le CO2 de France. Non, on va avoir en France, je sais pas moi, 50 usines, 100 usines, 200 usines. C'est des petites unités partout. Parce que si vous mettez une seule grosse usine, vous allez vider du CO2 toute une zone. Après, l'usine, elle sera plus efficiente, elle va consommer de l'énergie pour ne plus retirer de CO2, puis elle va pas retirer le CO2 plus loin. Ce qu'il faut, c'est avoir beaucoup de petites unités. Je sais pas, il faudrait 100 000 petites unités réparties sur toute la planète. Et donc, ça fait que géopolitiquement, ça change considérablement la donne. Parce qu'aujourd'hui, la géopolitique et la géostratégie tournent autour du pétrole. Certains pays sont gavés de pétrole et se font des pendeloques sububiennes en matière dense et jaune brillant, alors que le pays d'à côté qui n'en a pas, lui, crève. On en est là. Et donc, on joue là-dessus, on joue sur ses intérêts. Moi, je te soutiens, mais en échange, tu m'aides dans mon combat contre machin qui est dans le camp ennemi, etc., etc., etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle les guerres de l'énergie. Alors qu'avec le CO2, eh ben, on n'a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Je veux dire, c'est la lutte contre cette industrie l'impose de facto. On va devoir capter le CO2 dans tous les pays du monde, partout. Partout où on peut mettre une entité de capture CO2, on va devoir le faire. Et donc, ça fait que les pays qui avaient leur manne pétrolière ne vont pas la perdre parce qu'ils vont hériter de la manne de la capture et l'utilisation du CO2, qui pompent du pétrole ou bien qui captent du CO2 et puis qui fassent du carburant ou qui fassent du plastique ou du carburant à base de CO2, c'est pareil. Je veux dire, une industrie en vaut une autre. Sauf que le pays d'à côté va le faire aussi. Et donc, ça fait que la mondialisation va faire un progrès considérable, va faire une avancée considérable. Je voulais vous faire une théorie géostratégique sur la guerre en Syrie. C'est un peu trop long, il faudrait une fois que j'en fasse une vidéo parce que ça remonte loin quand même, ça va très très loin. Ça implique la Russie, les États-Unis, la guerre froide, tout ça. Donc ça va assez loin. Mais la guerre en Syrie n'a plus lieu d'être avec la capture du carbone. Et donc, vient un moment donné où on va se retrouver avec une situation géopolitique fondamentalement différente, puisque l'inégalité de l'énergie, du pétrole, ne va plus se retrouver. Excusez-moi, j'ai tout prévu. J'ai une mouche qui me tourne autour. Hop. Voilà. Euh, alors, l'inégalité du pétrole va disparaître tout simplement. Elle va s'effacer parce que tous les pays sont concernés par la capture du carbone. Et donc, ça fait que ce carbone, c'est aussi une énergie renouvelable. Il est concerné par les énergies renouvelables et il est une énergie renouvelable parce que d'un côté, ces unités de captage carbone euh, vont évidemment fonctionner avec avec des panneaux solaires. Hein. Je veux dire, on va pas leur faire mettre des centrales nucléaires pour capter ce CO2. Elles vont fonctionner avec des panneaux solaires, voilà. Et on va utiliser ce carbone pour en faire du carburant neutre, pour remplacer le pétrole quand en 2040 on va se retrouver sans pétrole, et donc un carburant qui ne polluera pas du tout, puisque on utilise le CO2 atmosphérique pour produire un carburant qu'on va brûler dans le moteur, puis qui sera craché à l'échappement, redonnant du CO2 qu'on pourrait récupérer pour refaire du carburant. Et ça, grâce à l'énergie solaire qui aura capté le CO2 et qui l'aura transformé en carburant. Ça revient à faire fonctionner à l'énergie solaire une voiture thermique. Vous avez votre voiture diesel actuelle va fonctionner à l'énergie solaire. C'est via le vecteur qu'est le CO2 qui sera transformé en carburant. Voilà. Et donc ça, c'est comme ça qu'on remplacera le pétrole. Et donc ça fait qu'on est directement dans le circuit des énergies renouvelables. C'est impossible. La capture du carbone, c'est impossible. La
l'utilisation de ce carbone pour en faire en matière première, pour en faire du carburant, du plastique, de la fibre de carbone, du graphène, de la protéine alimentaire, etc., c'est impossible. Et le fait de micro-localiser les énergies renouvelables, c'est encore impossible. Et donc tout ça fait que dans le monde entier, en réalité, ce système, cette nouvelle systémique des possibles qui va se mettre en place, va faire que tout le monde va profiter de la valeur partagée. Et c'est directement ou indirectement. Directement en étant propriétaire ou copropriétaire d'une centrale d'énergie placée sur l'immeuble, ou indirectement en bénéficiant des avantages sociétaux d'avoir une industrie qui s'est développée tout autour de chez soi, autour de ces concepts, et donc qui génère de la valeur qui est répartie entre tous, au travers du revenu de base, des possibilités d'investissement via l'AMI, etc., etc., etc. C'est la société des possibles. Donc, voilà, j'ai répondu pour les conséquences géopolitiques sur le CCU. Et donc, oui, les ENR peuvent faire baisser la facture, à condition d'y être intéressé. Si vous vous y impliquez, si vous avez une activité, si vous êtes intégré dans le schéma de production des énergies renouvelables, que vous avez, euh, que vous avez un hangar couvert de panneaux solaires et que vous revendez l'énergie, ben oui. Et ça d'autant que le rendement des panneaux solaires et le rendement des éoliennes, des énergies renouvelables en général, va exploser ces prochaines années, hein. On n'en est qu'au tout début. La puissance va augmenter, 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 augmenter. Les panneaux solaires actuels ont un rendement, panneaux solaires photovoltaïques, hein, alors que le thermique a un rendement de 70%. Le photovoltaïque, on a un rendement aujourd'hui de 20%. Ça fait que sur une année, il n'y a pas grand-chose, hein. Et là, ça va augmenter. J'ai vu passer, je crois que c'est Thierry Langlard qui a partagé un truc qu'il a trouvé dans Trust My Science, où un labo a atteint 50% de rendement. L'objectif visé, c'est 80%. Un jour, dans 30 ans, les panneaux photovoltaïques auront 80% de rendement. C'est-à-dire qu'on produira 6 ou 700 watts par mètre carré. Ça va changer la donne. Alors déjà là, ça a changé la donne, hein. Le rendement des panneaux solaires, la puissance n'a pas beaucoup augmenté. On était à 17-20% il y a 15 ans en arrière. On est toujours à 17-20%. Mais par contre, ils tiennent mieux la chaleur et donc ils produisent beaucoup plus qu'avant. Ils produisent 30% de plus. Et ça continue d'augmenter. Les nouvelles générations ont de nouveau 20 ou 30% de plus. Moi, j'ai connu des panneaux qui ont 50 ans. Quand il y a un peu trop de soleil, ils sont à l'arrêt parce que ils sont tellement surchauffés qu'ils produisent plus rien. Donc on doit les éteindre pour les refroidir, etc. Voilà, c'est quelque chose d'assez terrible. Je regarde, alors, je lis un peu les commentaires parce que j'ai le fil qui ne s'active pas tout seul. Je lis, mais si la consommation des pays émergents explose, la demande de pétrole, gaz, charbon va continuer au-delà de 2040. Ben, je pense avoir répondu non. C'est la consommation d'énergie, oui, de pétrole, gaz, charbon, non. Non, on va vers l'électrique et puis les émergents vont émerger grâce au CCU, hein, grâce à la nouvelle industrie du 21e siècle. De toute façon, il faut comprendre quand même que géopolitiquement, on n'a pas le choix, hein. La transition écologique, c'est pas nous, hein. On ne peut pas la faire seul, hein. C'est-à-dire que pour avoir la transition écologique, on n'a pas le choix. C'est tous les pays du monde qui doivent être intégrés. Donc il n'est plus question d'utiliser géostratégiquement la misère d'un pays contre la misère d'un autre, comme on l'a fait jusqu'à présent dans une hégémonie impérialiste. Désormais, on est obligé de développer tout le monde, de faire émerger tout le monde. La misère, ça pollue. Ça pollue, ça fait des populations qui ont d'autres choses à foutre que de s'occuper de l'environnement, qui doivent lutter pour leur survie, alors que si on les développe un peu, au lieu de déboiser pour cuisiner puis se chauffer, elles ont une énergie qui la remplace, de la biomasse par exemple, elles ont de la lumière pour s'éclairer. Alors ça fait qu'elles ont la possibilité, au lieu de perdre leur temps à chercher à manger, de cultiver leur lopin de terre, donc elles ont à manger, donc elles n'ont plus de soucis dans la vie pour assurer l'essentiel, donc ça fait qu'elles ont accès à l'éducation, d'autant que les enfants ont de la lumière à la maison pour étudier, donc on élève le niveau socio-culturel de ces pays, ça développe les énergies renouvelables, parce qu'en Afrique, c'est pas des centrales à charbon qu'on construit, hein, c'est des centrales photovoltaïques, on implante des éoliennes en masse. C'est ça qui se développe, hein, sur tout le continent, hein.
Et donc, ça fait qu'il y a de plus en plus d'accès à l'énergie, donc il y a de plus en plus d'accès à Internet, et donc ça fait que les gens sont de mieux en mieux informés, de mieux en mieux éduqués, ça génère de la créativité, et donc ça fait qu'on génère de l'écologie. Et là, on a cette transition écologique qui se produit à échelle mondiale. Donc, la question ne se pose pas, on va devoir. C'est pas une question de choix. C'est pas est-ce qu'on va le faire. Non, c'est comment on va le faire. Mais pourquoi on le sait. Puis si on le sait aussi. Voilà, la question ne se pose plus. Donc ça veut dire que la transition écologique, c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'on doit accomplir la mondialisation. L'accomplir. Y renoncer, ce serait un drame, ce serait notre fin, tout simplement notre fin, parce que revenir en arrière sur la mondialisation, ça revient à abandonner les émergents à leur sort, ni plus ni moins. Et donc, ça veut dire mettre fin à la transition écologique. Même si nous faisons notre transition écologique, ça ne va rien changer du tout au réchauffement climatique. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Occidentaux ne représentent pas grand-chose sur cette planète. Hein. Euh, alors, hein. L'intermittence des énergies renouvelables est-elle réellement un problème de Satyavir. Corinne, est-ce que l'on sait stocker les ENR? Yves, qu'en est-il de la nécessité du smart grid et de son serviteur, le compteur Linky? Va-t-on dans le bon sens? Alors, il n'y a pas d'intermittence des énergies renouvelables. Si on prend une éolienne, qu'on la plante comme ça quelque part, elle est intermittente. C'est-à-dire qu'elle tourne quand il y a du vent. Donc, elle est intermittente. Si on met un panneau solaire sur un toit, il est intermittent. Il produit de l'énergie quand il y a de la lumière. Quand il n'y a pas de lumière, il y a plus de lumière dans le salon. Voilà. Mais après, il y a d'autres implications. Parce que les énergies renouvelables reposent sur une autre philosophie que le pétrole ou que le nucléaire. Pour le nucléaire ou le pétrole, on parlait d'indépendance énergétique. Alors c'est une belle fumisterie parce que c'est une question de sémantique. Quand on nous dit que le nucléaire nous assure notre indépendance énergétique, c'est relatif. C'est nous qui produisons notre énergie. Quand je dis produire, c'est entre guillemets. Hein. L'énergie, on ne la produit pas. Hein. On exploite l'entropie de sa conversion. Voilà, on extrait de l'énergie ici, on l'utilise et il en sort une autre énergie. Voilà. Mais c'est un principe physique. J'utilise le terme de produire. Je dis ça juste pour bien dire que je suis conscient, mais j'utilise le terme produire. On dit produire de l'énergie. Et donc nous produisons notre énergie, mais nous la produisons avec du minerai qui vient d'ailleurs. Hein. Donc s'il n'y a plus de minerai qui vient d'ailleurs, notre indépendance énergétique, coup-ci, coup-ça. Hein. Les énergies renouvelables nous permettent quand même un peu plus d'indépendance. Hein. On ne dépend que des matériaux pour construire ces équipements. Après, une fois qu'ils sont en place, je veux dire, on ne dépend plus de personne. Hein. Au pire, on a peut-être des petits manques, c'est tout. Hein. Si on nous coupait si on nous fermait les frontières. Et donc, ça fait que le nucléaire et le pétrole ont des obligations, imposent des règles de fonctionnement. Le nucléaire, je vous ai fait un petit tableau pour que vous compreniez, c'est quelque chose que... On nous dit souvent que les énergies renouvelables ne sont pas pilotables, alors que le nucléaire est pilotable. Et c'est pas vrai, le nucléaire n'est pas pilotable. Le nucléaire est tellement pilotable que pour pouvoir l'utiliser, on a dû lui construire des centrales thermiques. Aujourd'hui, qu'on a des énergies renouvelables, qui ne sont tellement pas pilotables, on peut fermer les centrales thermiques. Donc voilà, ça c'est la réalité des choses. J'ai lu, oui, les énergies renouvelables, il faut des centrales thermiques pour assurer l'intermittence. Non, c'est le contraire. C'était avant, quand il n'y avait pas les énergies renouvelables, qu'on a fait des centrales thermiques. Maintenant qu'il y a les énergies renouvelables, on les coupe. C'est ça la vérité. Donc et pourquoi on a fait des centrales thermiques avec le nucléaire? Eh bien c'est à cause de ça. J'ai cherché une courbe de consommation authentique sur les sites officiels et j'en ai pas trouvé parce que c'était trop précis. Et ça mettait pas en exergue la chose. Et je ne voulais pas vous faire un commentaire sur les vraies courbes de consommation. Je voulais édicter un principe. Donc fort heureusement, ce que je vais vous montrer là, c'est très grossier, c'est simpliste. L'objectif même, c'était que ça soit simpliste pour que vous compreniez le problème. Le problème du nucléaire, c'est son inertie. Imaginez ce que vous voyez en bleu là, ça, c'est une courbe de consommation. Donc, ça veut dire, on est le matin,
tout le monde se lève, ici, la machine à café est allumée, le micro-ondes, on a allumé la lumière de la cuisine, on a mis le petit chauffage d'appoint parce qu'il fait un peu frisquet à cause du matin, etc. Et donc on a un pic. Et ce que vous voyez là en rouge, c'est la montée et la descente du nucléaire pour assumer cette montée en charge, puis la redescente en charge. Seulement le nucléaire, c'est quoi? Le nucléaire, c'est une énorme bouilloire dans laquelle on met des barres de combustible, de combustible fissile, qui entrent en court-circuit. Et ce court-circuit chauffe de l'eau, ça l'évapore, ça crée de la vapeur qui va faire tourner une turbine à vapeur. Voilà. À la place, on peut, ça fonctionne comme une centrale à charbon. Simplement, au lieu du charbon, on a du combustible nucléaire, c'est tout. Et donc, cette turbine entraîne un alternateur. Voilà. Ça, c'est le principe d'une centrale nucléaire. Et donc, ça fait que pour augmenter la température, pour augmenter la production d'énergie, il faut augmenter la température de la bouilloire. Et donc, ça prend des heures. Puis, une fois que le pic est passé, ben, il faut descendre la température de la bouilloire parce qu'on a trop d'énergie. Et ça prend des heures. Et ça, c'est ce que vous voyez ici, qui sont ces zones. Et ça, c'est la zone que EDF ou Enedis doivent piloter. Alors piloter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ma foi, ben, il faut faire quelque chose avec cette énergie. Quand il y en a vraiment trop, quand on n'arrive pas à l'évacuer, figurez-vous qu'elle est dispersée dans le sol. C'est-à-dire qu'elle est mise à terre, et puis, ma foi, on se débarrasse de l'électricité excédentaire, on la gaspille. Voilà. Et pour éviter ça, ben, on vend cette électricité sur le marché. Tout, tout le principe de gestion du nucléaire réside dans l'idée de gérer ça au plus près, de produire le moins de nucléaire possible pour éviter d'être confronté à ce genre de montée. Donc ça veut dire on va utiliser ça comme ça. Donc vous voyez qu'ici on a produit moins de nucléaire, on ne répond pas à la totalité de la demande, mais on a moins d'énergie excédentaire, donc elle est plus facile à écouler sur le marché, ce qui fait qu'on a moins de gaspillage. Et ils arrivent à des résultats qui sont terribles. Hein. Si vous cherchez les courbes sur Internet, je veux dire, ils les suivent, mais c'est pas au milliwatt, hein, mais c'est vraiment, ils arrivent à gérer très 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 précisément, parce que l'excès de production est revendu sur le marché, même des fois à des prix infinitésimaux, mais c'est revendu plutôt que d'être gaspillé. Et puis, ce complément, eh ben, soit il est acheté sur le marché quand il y en a, soit on allume une centrale thermique. Voilà. Puis, parce que l'avantage de la centrale thermique, c'est que ça va très vite. Elle est très rapide. Une centrale à gaz, eh bien, vous allumez la turbine à gaz et ça démarre et ça produit. Ça prend 20 minutes pour allumer une centrale à gaz. Et c'est pour ça qu'on a fait ces centrales thermiques. Et aujourd'hui, avec les énergies renouvelables, eh bien, on a le smart grid. À quoi sert le smart grid qui est assuré par le compteur intelligent? C'est la question de Yves. Et donc, ce smart grid vise à faire bénéficier les énergies renouvelables du foisonnement. Alors le foisonnement, c'est le fait que justement on n'a pas une éolienne ou un panneau solaire ici puis qui sont intermittents. Non, c'est qu'on a un peu partout des centrales d'énergie renouvelable et qui peuvent être très diverses. Aujourd'hui, les énergies renouvelables en sont à leur balbutiement. On met de l'éolien partout, puis on met du photovoltaïque partout, parce que c'est le nucléaire qui s'est battu pour ça pendant 30 ans. Pendant 30 ans, le nucléaire, pour s'imposer, a soutenu ardemment l'éolien et le photovoltaïque, parce que ces deux technologies avaient deux avantages. Ils réunissaient deux avantages. Un, ils étaient particulièrement chers. C'était deux technologies absolument hors de prix. On a vu l'Allemagne qui s'est ruinée avec l'éolien et le photovoltaïque il y a 10 ou 15 ans. Hein. Et deux, elles étaient particulièrement inefficaces. Donc du coup, d'un côté, ça absorbait toutes les sommes éventuellement disponibles pour la transition énergétique. Et de l'autre, ça ne compromettait pas le nucléaire. Et de surcroît, ça donnait la possibilité à M. Jancovici de dire, vous voyez, c'est pas avec les énergies renouvelables qu'on va remplacer le nucléaire. Voilà. Mais les années ont passé. L'efficience a augmenté considérablement. Le prix a baissé de plus de 75%. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, en réalité, ça coûte plus rien. Et il y a d'autres... donc, du coup, le nucléaire est obligé de composer avec et on commence à envisager de se débarrasser du nucléaire. Si vous regardez plus bas dans les liens, vous verrez qu'il y a un lien qui mène vers le 100% nucléaire. Et on peut très bien être 100%, le 100% renouvelable, pardon, petit lapsus. On peut être 100% renouvelable en 2050.
Et c'est pas moi qui le dis, hein, je veux dire, c'est des études de très grandes universités, du MIT, de Harvard, voilà, je veux dire, donc c'est de l'ADEME aussi. La France, si on veut, on peut être 100% renouvelable en 20 ans, sans aucun problème. C'est-à-dire fermer la totalité des centrales nucléaires. On coupe tout, l'intégralité, et on est 100% renouvelable. C'est tout à fait possible. Parce que figurez-vous que rien que le potentiel ou le moteur, c'est-à-dire l'énergie des vagues de la façade atlantique française, représente 80 gigawatts. Ça fait plus de 20% de plus que la totalité de la puissance installée du parc nucléaire qui fait 63 gigawatts. Seulement le houlomoteur, hein, sans l'éolien, sans le photovoltaïque, sans voilà. Mais après il y en a d'autres dont vous avez peut-être pas entendu parler, comme l'osmotique. L'osmotique, c'est l'énergie qu'il suffit de capter à l'embouchure des fleuves, à l'endroit où l'eau douce et l'eau salée se mélangent. Et ça, alors, c'était une technologie qui n'était pas très au point, qui fonctionnait, mais qui n'était pas industrialisable. Récemment, il y a eu plusieurs avancées qui ont été faites à plusieurs endroits du monde avec des nouvelles membranes et tout qui la rendent très efficace. Le potentiel osmotique planétaire, donc ça veut dire sur tous les deltas de la planète, est équivalent à la totalité de la puissance du parc nucléaire mondial. Seulement l'osmotique mondial peut remplacer le nucléaire mondial. Seulement l'osmotique. Après, il y a l'hydrothermique. L'hydrothermique, c'est l'énergie qui est issue de la différence du delta de température entre la température de surface des eaux et la température des eaux profondes. Donc vous mettez une centrale flottante, comme ça, et le delta de température qui est entre les deux, il suffit de pomper un peu d'eau, puis ça va créer un effet de convection qui va entraîner une turbine et qui va produire du courant. C'est une technologie extrêmement simple, qui est extrêmement puissante. Et on a encore un potentiel marin qui est colossal. Hein, je veux dire, là, on parle presque de l'infini. Donc, je veux dire, les énergies renouvelables, on est vraiment au début. Là, on en est à l'éolien et le photovoltaïque et le thermosolaire. Aujourd'hui, le Maroc a deux des centrales thermosolaires les plus puissantes de la planète. Le thermosolaire a ceci d'avantageux, c'est qu'il n'est pas intermittent. C'est-à-dire que une centrale thermosolaire, elle fonctionne par inertie. Dès qu'il y a un rayon de soleil, elle se met à chauffer, chauffer. Alors il y a différentes technologies, hein. Il y a à tube, il y a à bouilloire, il y a à sel fondu, il y a concentration. Il y a tout un tas de technologies, mais le thermosolaire a ceci de particulier qu'il n'est pas intermittent. La chaleur accumulée pendant la journée permet de maintenir la production d'électricité pendant la nuit, où il y a très peu de consommation. Et donc, ça fait qu'on est connecté en smart grid. Le Maroc est connecté en smart grid à l'Espagne. Et nous, on est connecté en smart grid à l'Espagne. Tout comme l'Allemagne est connectée en smart grid à la France, etc., etc. Et les régions entre elles. Et donc, le compteur Linky, le compteur intelligent, permet d'être au courant de toutes les consommations locales, de manière à pouvoir fixer exactement les besoins. Et si on a un besoin d'acheter de l'électricité au Maroc, ça veut dire la France l'achète directement au Maroc, qui l'envoie à l'Espagne, qui va l'utiliser. Parce qu'on ne peut pas transporter de l'électricité sur des milliers de kilomètres, ça génère des pertes. Il faut que la distance soit la plus courte possible. Alors donc le Maroc l'envoie en Espagne, qui la consomme, mais l'Espagne nous envoie la même chose que ce qu'elle a absorbé du Maroc. Et donc ça fait que de bout en bout, comme ça, on peut consommer de l'énergie qui vient du bout du monde. Ça, c'est le principe du smart grid. Et donc, ça fait qu'il n'y a plus d'intermittence. Puisque quand on a nos éoliennes qui sont arrêtées en Normandie, eh ben on achète de l'électricité thermosolaire au Maroc, qui va nous être fournie par l'Espagne, qui va alimenter le sud de la France, qui va alimenter le milieu de la France, qui va alimenter le nord de la France. Voilà, il n'y a pas d'intermittence. Donc non, les ENR ne sont pas intermittentes. Et en plus, là, il y a la question de est-ce que l'on sait stocker les énergies renouvelables. Vous avez en dessous de la vidéo, là, ou en dessus, je sais pas, je sais plus où c'est, voilà. Vous avez un lien sur les stockages d'énergie renouvelable. Oui, on sait stocker les énergies renouvelables. Et alors ça, d'une foultitude de façons. On sait, alors je vais essayer de vous donner quelques exemples. Vous cliquerez sur le lien, vous irez voir ce qui se fait, mais je vais vous donner quelques exemples. Alors, on peut imaginer une masse inertielle. Imaginez un gigantesque plateau qui ferait 3 km de diamètre, une gigantesque masse, comme ça, une plaque tournante, comme ça. Au-dessus, il y aurait une zone commerciale ou bien un quartier résidentiel. Ça tournerait très lentement, hein.
comme ça tournerait. On y entrerait par un tunnel par-dessous qui entre par le milieu, comme ça il n'y a pas trop de vitesse, on arrive avec la voiture, hop, on va se garer. Puis le plateau, donc il prend de la vitesse, il est alimenté par des moteurs, entraîné par des moteurs quand il y a un excédent d'énergie. Puis quand on manque d'énergie, ben c'est la masse du machin qui entraîne les moteurs qui deviennent des alternateurs. On aurait une centrale, une production d'énergie, une réserve d'énergie. Vous verrez en allant là-dedans, alors ça ne se fait pas, mais ça pourrait. Il y a eu une expérience qui a été faite aux États-Unis dans les années 70 avec un lac artificiel qui servait de réserve d'énergie. Alors, c'est pas au sens où vous l'entendez, vous connaissez le principe des steppes qui consiste à pomper de l'eau dans un lac de montagne, puis quand on a ou dans un réservoir qu'on a construit au large, la Belgique l'envisageait, hein, faire une espèce de tour comme ça, réservoir. On remplit la tour, puis quand on a besoin de récupérer l'énergie, ben hop, on vide le réservoir en turbinant l'eau, puis ça fait un accumulateur. Hein. Et là, non, il s'agissait d'autre chose. Ils ont mis un lac artificiel sur un fond mobile. Alors ça bougeait pas de beaucoup, hein, ça bougeait de 30 centimètres, mais il y avait des dizaines de milliers de tonnes. Et donc, quand il y avait un excédent d'énergie, il levait le lac, il soulevait tout le lac. Puis quand il y avait un manque d'énergie, ben, le lac il redescendait. En redescendant, ben, ça faisait de la pression hydraulique qui entraînait les moteurs les pompes qui avaient servi à le pousser, devenaient des générateurs et ça produisait du courant. Et puis les gens se baignaient dans le lac et tout, personne n'y voyait rien parce que à cette échelle, je veux dire, vous avez le lac qui monte 30 centimètres et qui baisse 30 centimètres, bon, bah, avec le ressac et tout, ça ne se voit pas. Donc, c'est dire à quel point il y a des solutions. Moi, par exemple, j'ai dans la tête, ça fait un moment que je l'imagine, un système de double flotteur. Vous auriez une poulie au fond de l'eau, comme ça ferait un stockage sous-marin, et puis vous avez deux flotteurs. Il y en a un qu'on remplit d'eau. Au fur et à mesure qu'on a des excédents, des excédents d'énergie, on pompe de l'eau dedans, de sorte qu'il va couler, puis ça va faire monter le flotteur. Puis quand on a besoin de récupérer l'énergie, ben on soulage la pression dans le flotteur qu'on a rempli. Donc l'eau est sous pression puisqu'elle a comprimé l'air à l'intérieur du flotteur. Et donc cette pression d'air va rechasser l'eau. Puis donc le flotteur va remonter puis va faire couler l'autre. Et puis donc l'entraînement de la poulie, on entraîne la poulie dans les deux directions. Ça fait que quand on remplit le flotteur, la poulie tourne, donc on produit du courant. Puis quand on vide le flotteur, ça reproduit du courant. Donc oui, on sait stocker les énergies renouvelables. Et bien sûr, il y a les batteries. Donc ça veut dire on voit partout des stockages de batteries. Tesla a fait un stockage de batterie en Australie de 5 mégawatts qui marche extrêmement bien. Et grâce aux voitures électriques, plus on va avoir de voitures électriques, plus on va se retrouver avec des batteries qui sont encore en état de marche alors que la voiture, alors qu'il a fallu les changer sur une voiture. Le problème de la voiture, c'est on va changer les batteries sans qu'elles soient foutues. Parce que le problème qui se pose sur une voiture, c'est le manque de place. C'est-à-dire que quand les batteries sont à 70% de leur capacité, vous avez tellement perdu en autonomie que la voiture n'est plus efficiente. Alors on change les batteries. On met des batteries neuves pour récupérer 100% de capacité, mais dans un stockage micro-local d'ENR, on n'est pas limité par cette place. Au lieu d'avoir un volume de X mètres cubes, avec des batteries à 70% qui sont donc à la moitié de leur vie à peu près, eh ben vous faites un volume 30% plus grand. Puis voilà, puis vous êtes de nouveau à 100% de capacité. Il y a de la place. Il suffit d'ajouter quelques modules de plus. Et, je veux dire, vous êtes pas on est dans l'espace, quoi. On est dans la nature. Il y a de la place. On ajoute quelques modules et voilà, on peut stocker plus. Et ça fait que le fait de faire comme ça offre la possibilité d'utiliser les batteries jusqu'à leur terme avant de les recycler. Donc on économise de l'énergie parce que le recyclage, c'est quand même de la consommation d'énergie. On les fait durer le plus longtemps possible. 2, ça fait qu'au lieu de payer des batteries neuves, quand on achète les batteries, on revend les anciennes batteries. Donc les nouvelles batteries coûtent pas cher. Donc ça fait que de changer les batteries sur une voiture, une voiture électrique, contrairement à ce qu'on entend, ça coûte pas 8-10 000 euros comme on peut le lire. Non, ça coûte 1 500 euros. Ça n'a rien d'extraordinaire. Vous changez le catalyseur de votre voiture thermique, de votre BM, ça vous coûte 2 400 euros. Hein, je veux dire, voilà, c'est pas, ça n'a rien d'extraordinaire de mettre 1 500 euros sur une voiture. Et donc ça fait que comme on revend ces batteries, eh bien, la batterie de votre voiture est moins chère et ça fait durer votre voiture parce que l'espérance de vie d'une voiture électrique est très très longue. Une voiture électrique n'est pas soumise aux trépidations d'un moteur thermique. Il y a très peu d'usure dessus. Il y a des voitures électriques qui ont aujourd'hui 600 000 km, elles sont comme neuves, elles n'ont pas commencé à s'user. Et au pire, on a changé une fois les batteries.
Et donc, ça fait qu'on crée un circuit. Et donc, oui, on sait stocker les ENR par tout un tas de solutions, avec de l'hydrogène, par la société suisse, vous verrez, ça c'est une invention géniale qui consiste à entasser des blocs dans des tours, faire des tours de blocs en béton, quand on a de l'excédent d'énergie. Puis quand on manque d'énergie, eh ben, la machine vient chercher ces blocs. Puis c'est la descente du bloc qui entraîne l'alternateur. Et donc, voilà, c'est des réserves d'énergie. Et ça peut se faire absolument n'importe où. Donc c'est absolument génial. Et c'est très simple. L'avantage de tout ça, c'est que c'est des technologies qui sont triviales. C'est pas des technologies qui sont mirobolantes. Ça nécessite pas des décennies de recherche, comme la fusion, par exemple. La fusion, c'est absolument génial, c'est l'avenir. Mais ça nécessite, ça fait 60 ans qu'on est dessus, 80 ans. Il faudra encore 10 ans, peut-être 20 ans peut-être. Alors que là, non, non, on peut le faire de suite. Donc oui, on sait stocker les énergies renouvelables. Euh, les renouvelables, Satyavir, les renouvelables sont-elles aujourd'hui à la hauteur pour remplacer les énergies fossiles? En niveau de développement technologique, oui. Puisque maintenant, on voit les éoliennes qui arrivent avec les supraconducteurs. Et donc, ça fait que faut comprendre que jusqu'à présent, une éolienne nécessitait du néodyme qui est rare. Donc c'est l'argument des anti-tout, j'allais dire des anti-tout, parce que ouais, on n'aura pas assez de terres rares pour les énergies renouvelables. C'était la théorie à Bioui, comme si une centrale nucléaire ou un hub pétrolier ne consommait pas de terres rares. Hein. Ça prête un peu à rire parce que en réalité, quiconque a déjà vu ne serait-ce que la passerelle d'un supertanker, je veux dire, c'est des kilomètres d'ordinateurs, c'est d'une complexité extrême et tout ça, c'est bourré de terres rares. Et donc, les énergies renouvelables n'ont pas besoin de supertankers. Et donc, quand on démantèlera les centrales nucléaires, ben, on va pouvoir récupérer les terres rares. Mais avec les supraconducteurs, on n'a plus besoin de néodyme. Il n'y en a plus besoin. Et en plus, les éoliennes produisent 40% de plus. On augmente, on explose le rendement, tout simplement parce qu'il n'y a plus de pertes. Il n'y a plus de pertes à la production. Et donc les éoliennes qui ont été installées il y a 20 ans, 30 ans, qui aujourd'hui ont le cabinet qui est foutu, qui est usé, on va simplement changer la cabine et en mettre une nouvelle qui fait la même taille mais qui produit 40% de plus. Les pales ont la même dimension, la cabine a la même dimension, l'éolienne a la même puissance, mais au lieu d'avoir 40% de perte, on récupère quasiment 100% de l'énergie produite. Avant, elle donnait 1 mégawatt. Pour donner ce mégawatt, elle avait 1,4 mégawatt de puissance. Avec la supraconductivité, elle a une puissance de 1,4 mégawatt et elle donne 1,4 mégawatt. Et ça va changer la donne. Ça fait que simplement, en récupérant les mâts qui sont déjà en place, ça veut dire qu'on n'implante plus, on se contente de remplacer, on va augmenter de 40% la puissance. Et donc ça fait que en réalité il faut déployer. Si on déploie en offshore, si on déploie en offshore quelques dizaines de milliers d'éoliennes géantes, qu'on crée quelques centrales thermosolaires, on va pouvoir remplacer les énergies fossiles. En tout cas le gaz et le charbon. Le pétrole, non, parce qu'on le met dans les véhicules. L'essentiel du pétrole est mis dans les véhicules. Et puis, il y a les chauffages. Les chauffages au fioul. Dans les maisons, je veux dire, on est loin d'avoir, sur la planète, d'avoir tout liquidé. Hein. En Suisse, je pense qu'au moins 30% des chauffages sont au fioul. Et donc, il faut le temps de remplacer tout ça. Et donc, même si on avait l'énergie en volume nécessaire pour remplacer le pétrole, on ne pourrait pas le faire. Parce qu'on ne change pas du jour au lendemain comme ça de véhicules, de chauffage. C'est pas possible. Voilà. Mais les énergies renouvelables, si on est déterminé à le faire, puis qu'on s'engage sur cette voie, dans 20 ans, on peut l'avoir remplacé, complètement, en totalité, sans aucun problème. Les technologies sont là, ce qu'on a déjà suffirait, alors que ça va s'améliorer. Jean-Pierre, les énergies intermittentes peuvent-elles contribuer à l'approvisionnement permanent au niveau national? Y a-t-il des risques? Devons-nous les limiter au local? Faut-il relocaliser leur production? Alors par définition, les énergies renouvelables sont locales. C'est l'une des particularités des énergies renouvelables, c'est une des particularités géopolitiques, elles sont systématiquement locales. On parle de centrales nucléaires ou de centrales thermiques parce que c'est des énormes entités qui produisent des masses d'énergie
puis qui est ensuite distribué. Alors que les énergies renouvelables, par définition, c'est des tas de petites unités qui diffusent leur énergie alentour. Et éventuellement, on exporte un petit peu quand elles ont de l'excédent, ou alors elles le stockent. Et ça induit des contraintes qui sont différentes. C'est pas ni mieux ni moins bien en fait. Cette notion de mieux ou de moins bien est purement philosophique. Mais techniquement, ça implique des contraintes différentes. Le nucléaire, ça implique d'avoir des stockages de déchets, pas qu'un peu. Hein. En France, aujourd'hui, il y a 995 sites de stockage de matières nucléaires, pas tout issu de l'énergie nucléaire, hein, et puis pas que des déchets archi dangereux. Hein. Les archi dangereux représentent une minorité, mais donc ça veut dire Bure, par exemple, n'est pas le seul site d'entreposage de déchets dangereux, et ça représente 1,5 million de mètres cubes de déchets nucléaires, 1,5 million de mètres cubes, c'est quand même assez considérable. Et si on coupait aujourd'hui les centrales nucléaires, qu'on décidait aujourd'hui d'abandonner le nucléaire, il viendrait déjà encore 5 millions de mètres cubes de déchets nucléaires qu'il faudra entreposer. Donc ça, c'est les contraintes qui existent aujourd'hui. Le pétrole, qui est donc l'autre énergie principale qu'on utilise, génère des marées pétrolières, il faut des hubs pétroliers, il faut des pipelines, ça crée des pollutions dans la forêt amazonienne péruvienne. Voilà, c'est d'autres contraintes. Il n'y aura jamais de marée de lithium avec les batteries, par exemple. Jamais. Ça n'arrivera jamais. La marée, comme on a des marées pétrolières, il n'y aura jamais de marée de lithium. On a des petites pollutions localisées, c'est vrai, voilà, ça se limite à ça, et encore, c'est pas si polluant que ça. Alors que le pétrole, ça pollue, dans le nord des États-Unis, c'est des territoires grands comme la France qui sont pollués, c'est quelque chose de terrible par des produits chimiques, pas par le pétrole. Le pétrole ne pollue pas. C'est des produits chimiques pour l'extraire, pour le traiter, pour nettoyer les machines qui polluent. Et le pétrole nécessite au moins autant de terres rares que le nucléaire. Parce que ça, c'est encore quelque chose. On nous prend toujours l'exemple du smartphone. Hein. On voit des gens qui arrivent, qui agitent comme ça, qui nous agitent sous le nez leur smartphone. Ouais, t'as un smartphone, tu vois, le cobalt. Hein. Ouais, bah, figurez-vous que ça, les smartphones, dont on nous rabâche les oreilles pour le cobalt, ça représente 1,6% de la production de cobalt. 1,6% de la production de cobalt. Quand on nous dit oui, les téléphones, ouais, faut des enfants pour extraire le cobalt. Alors déjà, il n'y a que 6% du cobalt qui est extrait par des enfants, et en réalité, le smartphone ne consomme qu'1,6% du cobalt. Le pétrole en consomme 40%. Eh oui, le cobalt qu'on extrait dans le monde, c'est pas pour faire des smartphones, c'est pour extraire du pétrole. Ça sert en particulier dans toutes les pièces, dans toutes les pièces de forage, dans les trépans, pour aller creuser creuser la roche. Et donc le pétrole de schiste consomme d'autant plus de cobalt. Donc de prétendre que voilà, donc le fait d'abandonner le pétrole va nous rendre des terres rares, pour dire. Hein, c'est voilà. Donc donc faut bien voir que chaque élément, chaque énergie a ses propres contraintes. Et donc les contraintes des énergies renouvelables, eh ben, c'est qu'au lieu d'avoir des centrales, elles sont disséminées. C'est qu'au lieu d'avoir des systèmes, des entreposages de déchets qui vont durer des siècles, eh ben, on a besoin d'un smart grid avec des compteurs intelligents qui nous espionnent. Hein. On sait quand vous vous êtes levé puis que vous avez allumé la machine à café. On sait même quand vous avez fait caca pour peu que vous ayez un sanibroyeur. Voilà, c'est. Alors, honnêtement, moi, je serais très fier qu'un agent N10 cherche à savoir quand je fais caca le matin. Hein. S'il a vraiment que ça à faire, alors je suis quelqu'un de très important. Mais voilà, on en est là. Donc, il y a ces angoisses d'être espionné par des gens qui n'ont en fait absolument rien à foutre de ce que vous faites. Mais c'est des petites contraintes. Curieusement, les gens trouvent scandaleux que Linky nous espionne. Par contre, on trouve autant de gens qui soutiennent encore le nucléaire, alors même qu'il y a 995 sites de stockage de déchets nucléaires. Je m'excuse, mais bon, voilà, c'est une question de choix. Moi, j'ai choisi, je veux mon Linky. Il va venir en 2021. Voilà. Donc, est-ce qu'il y avait une. Ouais, bon, je pense que là, j'ai répondu. C'est. Je vois Benoît.
Benoît qui dit le nucléaire est pour assurer le socle de base de la demande, pas pour répondre aux pics soudains. Ouais, c'est ça le problème. Effectivement, le nucléaire répond que les besoins de base. Et donc ça fait que grâce au nucléaire, pendant des années et des années, quand il y avait le pic de froid le matin, vous savez, le petit pic à 5h30 le matin, là tout d'un coup, clac, ça gèle, ça valait pas le coup d'allumer une centrale thermique pour compenser, et puis c'était pas possible d'utiliser une centrale nucléaire, alors on devait acheter de l'électricité à l'Allemagne pour éviter le blackout. Les blackouts qu'on a eus, c'est à cause du nucléaire, justement pour cette raison. C'est une question qui ne se pose pas avec les énergies renouvelables. Voilà, tout simplement. Densité énergétique faible. Oui, alors c'est le cas du nucléaire. Le nucléaire a une densité énergétique très faible. Hein. On prétend que c'est la plus forte, puis en réalité c'est la plus faible. Hein. On a une densité énergétique forte dans le nucléaire. Pourquoi? Mais parce qu'on ne tient pas compte de toutes les infrastructures qui sont derrière, les fameux 995 sites, l'industrie, tout ça. Pour produire l'énergie nucléaire, pour produire les 60 gigawatts, mais il faut des quantités, des quantités, des quantités de matières, d'infrastructures, d'industries qui sont absolument colossales. C'est des milliers de véhicules, c'est des trains entiers, c'est des usines gigantesques, c'est quelque chose d'énorme. Qui n'existe pas pour l'énergie renouvelable, en dimension bien moindre, quoi, en tout cas, c'est des moyens bien moindres, et qui surtout ont la particularité que les éoliennes, le jour où on les abandonne, parce un jour on aura la fusion thermonucléaire, et un jour peut-être la fusion froide. C'est des technologies d'aujourd'hui dont on parle là. Mais dans 100 ans, dans 200 ans, je veux dire, l'énergie, on peut imaginer qu'on aura de l'énergie dans un smartphone, on aura, dans un volume grand comme un smartphone, on aura peut-être de quoi alimenter notre maison pendant 2 ans, je veux dire. Voilà, l'énergie n'est pas vraiment limitée. Il y a énormément d'énergie dans un atome. Et on sait juste pas la capter, c'est tout, ça va venir. Donc donc viendra un jour où l'éolien ne servira plus à rien. Le jour où on enlève l'éolien, on met 1 mètre de terre sur les blocs en béton, c'est fini. Voilà, c'est fini, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Ça a disparu de la surface de la Terre, on l'a enlevé. Même chose pour les panneaux photovoltaïques, on les met partout dans les champs, on fait aujourd'hui de l'agrivoltaïque, c'est-à-dire qu'on utilise les panneaux photovoltaïques pour protéger les cultures. C'est un bel argument pour l'agriculture, en plus d'être un moyen de diversifier le revenu agricole. Et donc, mais le jour venu où on enlève les panneaux photovoltaïques, c'est fini, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Alors que les centrales nucléaires, alors oui, quand Jankovici dit qu'on sait les démanteler, ben oui, on sait les démanteler. Mais alors déjà, il reste la radioactivité, hein. Ça, on l'enlève pas. Hein. On a déjà pourri toute la France de radioactivité. De la radioactivité, il y en a partout. Au-dessus du bruit de front naturel, hein, je veux dire. Hein. Je parle pas de la radioactivité naturelle. Il y a des endroits en France où les terrains, vous le savez pas, mais si vous avez un compteur GEGR et que vous promenez systématiquement avec en France, il y a des fois vous prenez peur. Hein. Donc je veux dire, il y a déjà la radioactivité, mais ensuite il y aura pendant des siècles, il y aura des déchets qui seront enterrés dans le sous-sol. Alors peut-être que nos descendants sauront exploiter cette énergie. On peut imaginer que dans 100 ans, tout d'un coup, à Bure, à l'endroit où il y a à l'endroit où il y a le stockage, eh ben ils fassent un forage, puis ils enfoncent une antenne dedans, puis ils captent la radioactivité, puis ils alimentent toute la région avec ça. C'est possible. Allez savoir. On n'en est pas là, mais dans l'immédiat, en tout cas, on sait que les déchets sont un tel problème qu'on s'inquiète de savoir si les gens dans le futur sauront même lire nos instructions. Est-ce qu'ils se souviendront que ces déchets ont été enterrés à cet endroit-là? Puis s'ils s'en souviennent, est-ce qu'ils comprendront ce que c'est? Parce que pour eux, ça sera peut-être des hiéroglyphes, notre écriture. Hein. Donc on en est là de se faire des soucis à ce point-là. Donc c'est dire à quel point ça laisse des résidus. Alors que le photovoltaïque ou l'éolien, pas du tout. Hein. Et donc ça va disparaître un jour, ça va disparaître. Voilà, pouf, comme si ça n'avait jamais existé. Peut-être que dans 500 ans, on ne se souviendra même pas qu'il y a eu des éoliennes. Peut-être que personne ne s'en souviendra. Faudra tout d'un coup, on verra peut-être des photos dans des musées, et puis tiens, c'était quoi ça? Alors ça, il semblerait que ça servait à produire de l'énergie. Voilà, peut-être. Faut imaginer de quoi on parle quand même. Le décalage, il est considérable. Donc la densité énergétique. À densité énergétique quand même et demi, hein, parce que c'est vrai que le nucléaire a une grosse densité énergétique si on ne prend pas en considération l'ensemble des éléments. Et d'ailleurs, le nucléaire est un très gros émetteur de carbone. S'il est considéré comme si faible à 12 grammes de CO2 par kilowatt par tout le monde, par toute la planète, c'est parce que pendant 30 ans, le lobby du nucléaire mondial, qui est le second lobby du monde, de la planète derrière l'armement, a investi des dizaines de milliards pour l'imposer.
Vous trouvez en dessous ici une puissante étude de l'Institut Elsevier. L'Institut Elsevier, c'est un éditeur d'études. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui finance des études très poussées, qui peuvent être commandées par les États ou ou simplement pour son propre compte. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils peuvent chercher un chargé d'études qui va développer une étude. Sur un sujet donné, et ils vont la publier et la vendre. Voilà. C'est un éditeur d'études. C'est l'Institut Elsevier. C'est quelque chose, c'est une entité qui est au-dessus de tout soupçon. À un tel point que quand l'étude est sortie, l'étude que vous allez trouver en dessous là, euh, cette étude est sortie, le lobby du nucléaire a cherché à décrédibiliser le directeur d'études. Il y a eu pendant 1 ou 2 ans une levée de bouclier. Oui, alors écoutez, son étude elle est discutable, etc. Comme d'habitude. Mais évidemment, c'était pas réaliste parce qu'Institut Elsevier est tellement au-dessus de tout soupçon que quand il valide une étude, et vous verrez que si vous lisez l'étude, faut être physicien, hein, parce que c'est chiadé, hein, le bousin là. C'est pas juste un truc avec des jolis graphiques comme fait Jancovici. Hein. Non, 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 là c'est vraiment un truc. C'est pointu là, c'est pointu la combine, hein, avec des informations, avec des références comme ça. Et donc, ça fait qu'en réalité, le nucléaire produit beaucoup plus d'émissions. Pourquoi il produit beaucoup plus d'émissions? Ben, parce que, par exemple, la surveillance pendant des siècles des sites de déchets nucléaires n'est pas prise en considération dans les émissions de carbone. On considère les émissions qui sont produites pendant qu'on produit de l'énergie. Après, une fois qu'on aura abandonné le nucléaire, on considère qu'il n'émet plus puisqu'on l'a abandonné. Et puis donc, c'est les générations suivantes qui vont assumer les émissions de CO2 du nucléaire. Si vous prenez les émissions les émissions de CO2 du nucléaire sur 2001, ça va changer la donne, hein, déjà. Ou alors, un autre exemple, les véhicules sur les sites d'extraction miniers en Afrique. Alors, les émissions des véhicules, parce qu'ils consomment, sont prises en considération. Mais la fabrication des véhicules, qui ont été fabriqués que pour ça, qu'à cet usage, hein, c'est pas que ce soit un véhicule qu'on prête et puis qui fait un petit transport, puis après il va en faire un autre. Non, il était construit pour le nucléaire, il fait sa vie pour le nucléaire, puis il est détruit pour le nucléaire. Eh bien ça incombe au pays ou à l'industrie qui a fabriqué ces véhicules. Si Volvo a construit un camion qui émet du CO2, eh bien ça vient incomber aux normes d'émission de Volvo, qui a produit un camion qui va émettre tant de CO2 tout au long de sa vie. Et donc ça fait que du coup ça n'incombe pas au nucléaire. Alors forcément, les émissions du nucléaire, elles sont très faibles. Voilà, forcément. Alors évidemment, la densité énergétique du nucléaire, elle est très bonne. Si on ne prend pas en compte tous les coûts, toutes les émissions, voilà. C'est évidemment. Le nucléaire, c'est simple, hein. C'est vraiment le truc type où on privatise les bénéfices et on socialise les coûts. Là, en ce moment même, le gouvernement est en train de séparer l'entité EDF des centrales qu'il va falloir démanteler, de l'entité EDF des centrales qui vont être chargées de rentabilité. C'est l'État qui va payer à votre place, à la place d'EDF, les coûts du démantèlement, quoi, les coûts de l'arrêt des centrales, tout simplement. Celles qui sont trop vieilles, eh ben c'est l'État qui va payer. Voilà, point. Donc ça veut dire, et puis les actionnaires, eux, ils gardent les centrales qui rapportent. Voilà, on en est là. Hein. Ça c'est la vérité du nucléaire. Alors, que réponds-tu à Jancovici quand il affirme qu'il n'y aura pas assez de métal pour les batteries qui servent à stocker les énergies intermittentes? Je crois que le premier à avoir dit que la transition énergétique ne serait pas possible, c'était Philippe Bioui. Il a écrit un livre, là je me souviens plus comment il s'appelle, et Guillaume Pitron, qui est journaliste, en a réécrit un derrière dans la foulée, en disant il n'y aura pas assez de terres rares pour construire les voitures électriques, ou pour faire les batteries. Voilà. Alors déjà, il n'y a pas de terres rares dans les batteries, hein. Déjà ça c'est réglé. Il y a du lithium. Mais le lithium, il n'est pas rare. Deux, il n'a pas d'avenir dans les batteries. Si aujourd'hui on fait les batteries au lithium, c'est une question de filière, pas de technologie. Aujourd'hui, la seule filière industrielle assez développée sur la planète, c'est le lithium. Donc on fait les batteries au lithium. Seulement, il va se déployer d'autres filières en parallèle, parce que le lithium n'est ni la seule technologie, ni même la meilleure. On peut avoir 30 fois plus de densité énergétique autrement qu'avec le lithium. Simplement, les filières n'existent pas, donc on ne peut pas les construire, les batteries. Voilà. Mais donc, il n'y a pas de métaux rares dans les batteries.
Et puis du lithium, bah, plus on aura fabriqué de batteries, plus il y aura de lithium recyclé. Et donc ça veut dire moins on aura besoin d'en extraire, parce que plus le circuit va se remplir, il va venir s'ajouter les batteries sans lithium, puis les batteries au lithium, eh ben, on va les recycler, et donc voilà, donc on va extraire de moins en moins. Donc il n'y a pas de métaux rares, et il n'y a pas plus de métaux rares dans une voiture électrique que dans une voiture thermique. C'est clair que si vous prenez une voiture thermique, je sais pas moi, une Escort RS 2000, puis que vous la comparez à la Peugeot i208, évidemment que la Peugeot i208, elle consomme plus de terres rares, oui. Mais si vous considérez la 208 et la i208, c'est la même. Hein. Elle ne consomme pas plus de terres rares parce qu'elle est électrique. C'est la même. Simplement, il y en a une qui a un moteur électrique, puis l'autre pas. Donc, c'est complètement absurde. Donc, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et en plus de ça, les terres rares. Ah tiens, j'ai oublié de vous mettre sur ce lien, mais je vais vous l'ajouter. J'ajouterai par la suite, juste après la vidéo, vous pourrez y aller. Les terres rares, on a appris à s'en passer. Il y a un certain, quand on nous dit la ressource est épuisée, c'est faux. On a déjà trouvé des réserves de quoi tenir 400 ans au rythme de consommation actuel. Mais on a appris technologiquement à s'en passer. Pourquoi on l'a appris? Mais parce que la technologie qui repose sur les terres rares qu'on a consommées jusqu'à présent fait qu'elle est extrêmement sensible au rayonnement électromagnétique. Il suffirait d'une explosion, d'une éruption solaire un peu trop violente et ça renvoie toute la partie de la Terre qui est exposée au Soleil à ce moment-là au Moyen Âge. Et donc c'est évidemment un risque qui est considérable, qui est intolérable, et donc les scientifiques développent des nouvelles technologies moins sensibles au rayonnement électromagnétique pour se préserver de ce genre d'inconvénients. Le risque est quand même considérable. On ne peut pas tolérer que tout ce qui soit branché au moment de l'éruption solaire se retrouve en panne. C'est pas possible. Vous imaginez, vous vous rendez compte, ça veut dire que vous vous levez un matin, vous pouvez plus faire le plein, votre carte de crédit ne fonctionne plus, on peut plus payer, il n'y a plus de trafic des paiements, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus de télé, il y a plus d'électricité, parce que tout fonctionne avec des ordinateurs. Hein. Donc ça veut dire ça arrête les centrales nucléaires, les barrages hydrauliques, les stations-service, tout s'arrête, c'est fini. Plom, voilà, le pays il est mort. Hein. Il n'y a plus rien qui marche. Plus rien. Il y a peut-être quelques ordinateurs qui sont protégés militairement pour la géostratégie, mais c'est tout. Hein. Voilà, il y a plus rien, tout le reste est en panne. Il faut imaginer les conséquences, donc c'est pas possible. Donc ils ont développé des technologies, donc on a appris à se passer purement et simplement de certaines terres rares. On a appris technologiquement à les remplacer par des matériaux communs. C'est-à-dire que en utilisant des matériaux communs combinés, on peut synthétiser des matériaux qui sont à même de remplacer les terres rares. Et aussi, on a appris à utiliser de nouvelles terres rares qu'on n'a pas encore utilisées jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est ça, on a épuisé entre guillemets la ressource qu'on a consommée, mais il y a toute la ressource qu'on n'a pas consommée. On a appris à aller chercher les ressources dans l'espace. Il faut savoir qu'un météore de 2 km de diamètre, une roche de 2 km de diamètre, peut contenir jusqu'à 20 000 milliards de dollars de minerais. C'est colossal. Une roche de 2 km de diamètre. Donc la NASA envisage d'aller en chercher un, de l'amener en orbite autour de la Terre, y envoyer un vaisseau avec 2-3 robots qui vont exploiter le minerai, qui va retomber par gravité sur la Terre. Voilà, ça partirait dans des containers gonflables. Hein. Et donc, hop, c'est parachuté sur Terre, et on récupère le minerai, et voilà, on a de nouveau de la ressource. Et après, il y a le recyclage. Ça fait maintenant 3 ans que le coût du recyclage des métaux rares s'est retrouvé en dessous du coût d'extraction. Parce que l'essentiel des réserves pour l'avenir qu'on a trouvé se trouve au fond des océans. C'est donc de l'extraction très chère, de même que celle qui va dans l'espace. Et le fait que ces extractions soient très chères fait que ça rend le recyclage très bon marché. Et le recyclage, il y a des millions et des millions de tonnes de poubelles, des milliards de tonnes de poubelles partout sur la planète. En Éthiopie, il y a un endroit où la montagne de poubelles fait 60 mètres de haut, sur des milliers d'hectares. Il y a un bidonville qui est au pied de la montagne. Et régulièrement, la montagne s'effondre sur le bidonville, à chaque fois ça fait des dizaines de morts. Et toutes ces poubelles sont gavées de terres rares. Et donc ça veut dire que le recyclage est une autre industrie de l'avenir qui va enrichir ces populations. Parce qu'au lieu de vivre au pied des poubelles, elles vont vivre avec les usines qui vont recycler ces poubelles pour leur nettoyer leur environnement, en plus d'en faire des fournisseurs de matières premières. Les mines de l'avenir sont nos poubelles du passé. Donc non, on ne va pas manquer de terres rares, monsieur Jancovici.
Satyavir, quelle position sur le nucléaire? Janko dit que c'est la meilleure énergie pour assurer la transition. Oui, ben, j'ai répondu, hein. Le nucléaire, il nous coûte tellement cher que c'est lui qui compromet la transition énergétique. Parce qu'il coûte des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des paquets de milliards. Et attention, hein, on parle en dizaines, centaines, milliers de milliards. Hein, je veux dire, c'est pas anodin. Hein. Faudra 30 milliards pour ça, puis encore 50 milliards pour ça, puis encore 150 milliards pour démanteler, puis encore 100 milliards pour mettre à jour, puis 100 milliards. Ça n'arrête pas. Je veux dire, on entend des chiffres, mais qui sont ébouriffants. Ils sont complètement cinglés avec cette merde. Hein. Alors que pour la même somme, eh ben, on le remplace, lui, le pétrole et tout. Hein. Équiper le... Si au lieu de dépenser, de dilapider 12 milliards dans cette merde d'EPR qui ne produit toujours rien, on avait construit une digue au large devant Bordeaux pour le protéger de la montée des eaux, pour protéger la ville de la montée des eaux. Il faut savoir que dans 50 ans, Bordeaux sera 3 fois par année les pieds dans l'eau, hein, avec la montée des eaux. Donc il faut protéger Bordeaux des eaux quand même. On ne va pas déménager Bordeaux. Hein. Surtout que c'est la vieille ville qui va être inondée. Et donc si on avait mis une digue devant l'estuaire de la Gironde, sur cette digue, on aurait pu imaginer une voie, une promenade, hein, qu'on aurait pu faire à pied, à vélo, etc., qui relierait la rive gauche et la rive droite. Au point de jonction, un endroit, il y aurait eu un barrage. On aurait pu mettre une centrale osmotique, puisque la Gironde se jette dans l'océan. Une centrale osmotique. Dessus, on aurait pu mettre des éoliennes, des panneaux solaires tout le long de la digue sur les deux faces. Puis peut-être encore une hydrolienne à l'endroit du barrage, ou peut-être tout le long de la digue avec des vannes qu'on peut fermer, quoi, je veux dire, hein, pour quand les eaux montent, on ferme tout, et voilà. Et ben on aurait produit, mais de quoi fermer au moins 4 tranches nucléaires, hein. Au moins 4 tranches, pour le même montant. Hein. Je suis sûr que pour 12 milliards, on le faisait. 15, allez, 15, allez, on négocie. Allez, 15 et demi, voilà, pour être gentil. Hein. On n'est pas à l'épicerie, là. Donc voilà, on en est là. Donc. Et au lieu de ça, on a dilapidé 12 milliards dans cette saloperie de PR qui ne produit toujours rien, qui n'est pas encore fini, qui est même loin d'être assez loin d'être fini, puis qui va produire que 900 mégawatts. Au secours. Est-ce qu'on sait recycler les panneaux solaires et les éoliennes? Et on peut ajouter aussi les batteries. Alors oui, à 100% ou presque. Les panneaux solaires, on les recycle à 98%. Les batteries, officiellement, la moyenne est à 96%. Les meilleurs recyclent à 98%. Dans un cas comme dans l'autre, le résidu est sous forme de poudre complètement stable, complètement neutre pour l'environnement. Mais on ne la jette pas parce que l'industrie espère pouvoir l'utiliser pour autre chose, le recycler. Les éoliennes, c'est récent qu'on a une industrie qui est en train de se développer de recyclage des fibres. C'est extrêmement difficile de recycler la fibre de verre et la fibre de carbone, qu'elle soit en résine polyester ou en résine époxy, peu importe. Et donc, c'est quelque chose qui a nécessité pas mal de boulot. Et donc maintenant, la filière se développe. Et mais on ne sait pas encore tout recycler. Tout n'est pas recyclé en permanence, perpétuellement. Et donc, ça fait qu'on enterre encore dans le désert des masses de pales d'éoliennes. Mais ça ne veut pas dire qu'on va les laisser là. Elles ne polluent pas. Hein. C'est de la fibre de carbone, ça ne pollue pas. C'est propre, c'est stable, c'est neutre. C'est-à-dire qu'on va les laisser là pendant des années. Et puis un jour, eh ben, on va pouvoir les recycler. Et donc, ben, un jour, on pourra peut-être les déterrer et puis les récupérer. Mais si on les récupère pas, c'est pas grave, ça pollue pas. Hein, je veux dire, c'est stable. Voilà, ça fait des tapis de pales. Mais sinon, oui, on les recycle. On commence à les recycler. Et puis dans l'avenir, eh ben, je vous rappelle que cette fibre de carbone sera à base de CO2. Donc ça veut dire que, de toute façon, la fibre de carbone représente l'avenir. Donc il va se développer une industrie du recyclage de tout ça. Et les batteries, on en est à ce qu'on puisse les recycler quasi à l'infini. On les recycle en boucle. Hein. Voilà. Donc on les construit pour les mettre dans une voiture, un camion ou un machin. Quand elles sont échues pour la voiture ou le camion, on en fait un stockage local. Quand elles sont échues pour le stockage local, on les recycle. Avec le matériau recyclé, on en refait des batteries. Avec ces batteries, on les remet dans un véhicule, etc., etc., etc. Voilà, on en est là. Donc tout se recycle. Il y a plus de pertes, il y a plus de déchets, il n'y a plus rien dans cette nouvelle industrie des énergies renouvelables. Il n'y a plus de pertes, il n'y a plus de déchets. Ou presque plus, voilà. Et ça évolue continuellement, évidemment. Euh, alors là, je vois, on a été coupé. Je suis de retour. Ah ouais. Des éléments communs pour remplacer les terrains. Terrains sont indispensables. L'énergie durable. Je n'ai pas trop de questions car caractère technique. Les panneaux solaires peuvent enfin être recyclés. Impeccable. Merci Satyavir. C'est nickel. Ça, c'est impeccable.
Euh, Benoît Audi, des études ont montré que l'on pouvait récupérer l'uranium dissous dans les océans avec quelques soucis de rentabilité pour l'instant. Cela ferait-il de la fission nucléaire une énergie renouvelable? Ah non, non. Non, ça fait de l'uranium renouvelable. Mais la fission, elle, n'est jamais renouvelable. Elle produit des déchets qui mettront des siècles, qui seront pendant des siècles entassés sous terre, qui vont laisser de la radioactivité, etc., etc., etc. C'est loin d'être une énergie renouvelable. Mais par contre, de pouvoir récupérer cet uranium, je suis convaincu qu'un jour, cet uranium dissous dans l'eau, dans le deutérium, hein, on va pouvoir l'extraire. Il va exister des technologies. Aujourd'hui, on l'extrait avec des membranes. Et donc, ça fait qu'il faut des kilomètres carrés de membrane pour récupérer des grammes d'uranium. Mais viendra un jour où il y aura un système, je sais pas, électromagnétique, puis l'uranium va se précipiter dans les bacs, quoi. Voilà. Et donc, et là, on a des quantités colossales parce que l'océan produit des masses d'uranium. Non seulement il en contient des masses, mais il en produit des masses en continu. Et donc, ça fait qu'on peut le pomper, le pomper, le pomper, le pomper. Et là, l'énergie est illimitée. C'est illimité ce qu'on peut pomper. Mais si c'est pour en faire de la fission nucléaire, c'est pas la peine, hein. C'est vraiment pas l'objectif. Je pense en réalité, il faut récupérer le deutérium et puis en faire des centrales thermonucléaires. Ne peut-on classer la fusion thermonucléaire à base d'hydrogène dans la catégorie renouvelable? Pourquoi à base d'hydrogène? Pour moi, la fusion thermonucléaire, alors je suis pas physicien, mais pour moi, c'est l'énergie renouvelable absolue, quoi. C'est le Graal de l'énergie renouvelable. Pour moi, c'est mon avis. Alors, un jour, j'espère en parler avec quelqu'un qui soit très pointu sur le sujet, vraiment pointu, hein. C'est parce que j'ai vu que j'ai parlé avec plusieurs ingénieurs, plusieurs physiciens sur le sujet. Ils ont tous un peu un avis. Alors déjà, il y a ceux qui ne croient pas. Non, non, la fusion, ça marchera jamais. Alors que c'est absurde, hein. Il y a des startups qui sont sur le point de mettre sur le marché des produits. Qui marche très bien. Donc on peut, puis si nécessaire, on peut le faire fonctionner à l'hélium 3, qu'on trouve sur la Lune. Les Chinois veulent, dès 2030, ramener de l'hélium 3 pour faire tourner leur tokamak. Mais donc, pour moi, que ce soit hydrogène, deutérium, hélium 3, pour moi, le thermonucléaire, voilà, la fusion thermonucléaire, c'est l'avenir. C'est l'avenir proche, en tout cas, hein. Je pense qu'en 2050, on aura la fusion, et c'est une énergie qui est propre. Quasi, elle n'est pas tout à fait propre, ça produit un petit peu de déchets, un tout petit peu, c'est infinitésimal, mais ça produit des masses d'énergie. Alors là, on peut parler de densité énergétique, hein, parce qu'il y a très très peu, c'est une petite centrale, avec des petites infrastructures, avec des petites quantités de matière, puis ça produit des quantités colossales d'énergie. Donc, alors la densité énergétique, c'est quelque chose, hein. Un jour, on peut imaginer qu'il y aura une centaine de centrales à fusion sur la planète, et ça alimentera tout. La totalité des besoins, voilà. Pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, 2 tonnes d'hélium 3 ramenées de la Lune permettent d'alimenter toute la Terre pendant un an. Ça répondrait aux besoins énergétiques de toute la Terre pendant un an. 2 tonnes. Alors, c'est dire si la quantité est infinitésimale, quoi, hein. Euh, Le critère de densité de flux énergétique a été avancé par certains pour classer les différentes sources d'énergie. Selon ce critère, les renouvelables seraient tout en bas et la fusion tout en haut. Ne serait-il pas temps de reconnaître que certains principes physiques de la nature sont plus puissants que d'autres? Eh ben oui, eh ben on l'a reconnu là, hein. Quand je disais que rien que le potentiel ou le moteur de la façade atlantique représente 20% de plus que la totalité de la puissance installée du parc nucléaire français, j'ai reconnu que les principes physiques de la nature sont plus puissants que d'autres. Certains sont plus puissants que d'autres. Quand j'ai parlé de l'énergie osmotique, qui dit que rien que l'énergie osmotique est aussi puissante que la totalité de la puissance nucléaire de toute la planète, eh ben oui, voilà, il y a des principes physiques de la nature qui sont plus puissants que d'autres. Bah oui. Et puis évidemment la fusion nucléaire où là on est au Graal atteignable aujourd'hui. Mais un jour il y aura la fusion froide, voilà, il y aura des systèmes à plasma, que sais-je. Et ben voilà. Alors donc là j'ai fait le tour des questions. Alors je pense que j'en suis à 1h18. Je vais arrêter pour ce live. Je ne sais pas sur quoi traitera le suivant parce que j'ai encore des tas de choses à vous dire. On m'a demandé, j'avais omis 2 questions précédemment qui avaient été posées par Quentin. Expliquer en quoi les emplois sont une source essentielle de pollution et en quoi l'accompagnement de la sortie de l'emploi participe de l'écologie. La mise en place des types d'impôts que tu préconises dans les règles budgétaires. Et Mireille m'a aussi demandé de parler des visions de courants constructifs sur les problèmes d'intégration sociale, sur la mixité sociale, sur
Voilà, et donc ça, c'est des sujets qu'il faudra qu'on aborde parce qu'on va nous les demander. On va nous demander aussi de parler d'immigration, hein, ça va pas louper. On va nous et on a un avis sur la question parce que voilà, on est bien obligé d'en avoir un. Donc j'ai à vous parler du logement, de l'impôt, de la pollution de l'emploi, etc., etc., etc. Et donc peut-être que dorénavant les lives, au lieu d'être centrés sur des thématiques précises, vont devenir plus génériques comme l'était le premier. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi celui-là, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.